Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'animer donc cet atelier numéro 2, appelé donc le vrac ou le produit mis à nu. Je suis Solène Legendre, directrice d'Interbio des Pays de la Loire. Interbio est une association interprofessionnelle qui rassemble l'ensemble des acteurs de la bio en région Pays de la Loire. Et je suis assistée donc, pour l'organisation de cet atelier par Maryse Janin-Mailleux, qui est chef de projet aussi à Interbio et qui donc m'appuiera sur les aspects, on va dire, techniques, gestion du chat et des questions, de vos questions, qu'on espère nombreuses pour cet atelier. Nous avons invité un certain nombre d'intervenants pour apporter des éclairages qui seront tout à fait complémentaires avec la table ronde qui a été proposée ce matin sur le vrac. L'idée étant de faire un focus et d'approfondir la question de la communication et d'information auprès des consommateurs sur les produits vrac. Et donc, je vais tout de suite interpeller Christine Pichetot, qui est donc coprésidente de l'association Bioconsommateurs du Pays d'Angers et qui va apporter cet éclairage des consommateurs et qui va donc nous permettre un petit peu d'illustrer la question des motivations aujourd'hui des consommateurs. Alors, on l'a vu dans la table ronde ce matin, la question des produits vrac est une problématique qui peut animer un certain nombre de questionnements, de débats. En tout cas, c'est sûr que les produits vrac ont le vent en poupe. On est aussi dans un encadrement réglementaire qui sera détaillé tout à l'heure par Laura Le Fur, donc de la société Dalma Food, qui permettra aussi d'aller un peu plus en détail sur aujourd'hui qu'est-ce qui est demandé aux produits vrac versus les produits, on va dire, autres, emballés, on va dire. Et nous aurons également l'intervention de Célia Renesson, directrice du réseau VRAC, pour apporter l'éclairage du réseau spécialisé sur les produits VRAC. Alors, je suis désolée parce que du coup, face à moi, je vais projeter, comme ça vous aurez le nom donc, des participants à cet atelier. Aujourd'hui, une étude a conclu sur le fait qu'un Français sur deux renonçait à son achat faute d'informations sur le produit qu'il envisageait d'acheter. Cela questionne clairement sur aujourd'hui quelles sont les informations nécessaires aux consommateurs pour qu'ils puissent assurer son acte d'achat en toute sécurité et conformément à ses intentions initiales. Ce qui, du coup, c'est sur quoi nous allons pouvoir démarrer avec Christine. Est-ce que du coup, Christine… Oui, bonjour à tous. Alors, le consommateur, je vais essayer de vous expliquer un petit peu déjà le rôle de Bioconsommateur, qui est une association qui regroupe différents consommateurs, à la fois dans des tranches d'âge différentes, qui consomment bio depuis longtemps, pour certains, moins longtemps pour d'autres, en tout cas qui sont toujours en recherche de sens pour effectuer au mieux leurs achats, en fait, puisqu'ils sont conscients que c'est comme ça qu'ils expriment aussi leurs attentes, puisque si les produits qui ne leur conviennent pas voilà, ne se vendent pas, peut-être qu'ils seront plus fabriqués non plus. Donc, ils ont pour beaucoup vraiment l'association votée aussi par leur acte d'achat. Ceci étant, le consommateur parfois comment dire, il veut mettre du sens dans ses achats, mais il n'a pas forcément toutes les informations. Et on a vu ce matin, c'était d'ailleurs très intéressant, on a compris certaines choses. Parfois, il y a des fausses bonnes idées. Alors, pour le vrac, ce qui en est du vrac, c'est que l'idée du consommateur, c'est de minimiser l'impact de sa consommation sur l'environnement. Il espère que comme ça, il va y avoir dans les produits qu'il va choisir au moins d'emballage par définition. Et donc ensuite, ça sera à lui de gérer, je dirais, d'éviter de transformer ces produits qui sont encore consommables en produits gaspillés. Donc, quand il va effectuer son choix, déjà, il faut que ce soit dans des conditions optimales où il va pouvoir bien arriver à voir et à savoir ce qu'il achète. Quand il y a des indications, parce que parfois le vrac est proposé dans des lieux où il y a à la fois une mixité bio, non bio, donc déjà être bien sûr qu'il n'y ait pas
comment dire, de confusion possible, que les produits bio soient bien étiquetés comme tels. Et puis ensuite, il attend d'avoir aussi l'origine des produits qui sont proposés, leur composition. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il a, je dirais, la satisfaction d'avoir l'intégralité quand ce sont des produits, on va dire, plus élaborés, constitués de plusieurs produits. On va pouvoir avoir des notifications sur les allergènes. Je crois que c'est lié à la réglementation, mais pas forcément sur l'intégralité des autres produits qui sont dits moins allergènes ou pas allergènes. Donc, c'est aussi une notion qu'on aimerait bien pouvoir avoir systématiquement en tête, savoir ce qu'il y a dans le produit qu'on achète. Ensuite, avoir aussi une idée de la durée optimale d'utilisation. C'est-à-dire qu'on sait que les produits qui sont présentés sont déjà présentés depuis peut-être quelques temps dans les bacs. Et puis, quel est le temps qui reste au consommateur pour les utiliser. Et enfin, il peut être amené aussi à pas forcément connaître les modes de cuisson. Je pense à des céréales, des légumineuses, enfin des produits qu'il va transformer lui-même. Donc, connaître précisément soit en pouvant lire une étiquette, soit après en utilisant des applications. Alors ça concerne évidemment, c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir des distorsions selon les générations, parce que les générations plus jeunes sont habituées à flasher des QR codes et ensuite à accéder à l'information. Les générations un peu plus anciennes, c'est moins facile pour elles, donc elles aiment bien à ce moment-là avoir des informations directement auprès des vendeurs et apprécient drôlement d'ailleurs ces relations quand elles ont lieu, ces échanges, parce que effectivement, ça peut donner des précisions, donner aussi des idées. Enfin, c'est toujours apprécié par nos consommateurs. Voilà pour l'essentiel des demandes. Après, ça va concerner plus spécifiquement quel contenant on peut utiliser pour se servir. C'est-à-dire, est-ce que le magasin met à disposition de ses clients des contenants papier, mais qui vont pouvoir être ensuite compostés, ça serait l'idéal, ou réutilisés, ou alors est-ce que le consommateur peut apporter ses propres contenants s'ils sont évidemment bien propres, quoi. Voilà. Donc voilà très brièvement les attentes qui nous sont souvent présentées de nos adhérents à Bioconsommateurs Pays d'Angers. Et du coup, Christine, est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous présenter un petit peu dans les linéaires la diversité des solutions proposées pour mettre en avant justement les informations, les attentes ou les attentes que vous venez d'exprimer? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, en faisant un tour des distributeurs, en observant, on voit que le vrac, la possibilité de vrac est assez largement présente. Ensuite, elle est présente, mais avec des grosses différences en fonction des distributeurs, avec effectivement des emplacements plus ou moins faciles d'accès, plus ou moins éclairés, plus ou moins mis en avant. On peut constater aussi que parfois le consommateur a l'impression qu'il y a des débits moindres chez certains distributeurs, donc ça va peut-être un petit peu les influencer négativement pour se servir. C'est-à-dire que si ils imaginent que ce rayon vrac n'est pas mis en avant, pas suffisamment mis en avant, il n'est peut-être pas suffisamment bien entretenu parallèlement, alors est-ce que ça va être rassurant de se servir? Et souvent, en plus, dans ces lieux-là, il n'y a pas forcément de présence de personnel. Donc, si le consommateur fait la mauvaise expérience de se servir en trop grande quantité, il ne va pas pouvoir avoir de l'aide pour réparer son erreur, sa bêtise. Donc, effectivement, il sera plus réfractaire à utiliser ces rayons de vrac. Voilà. Par contre, je pense que le fait que ça soit présent, ça incite quand même les consommateurs à réfléchir. C'est-à-dire que si ça n'était pas, ils ne réfléchiraient peut-être pas autant pour se dire comment m'organiser la prochaine fois. Tiens, je vois que ça et ça sont des produits qui sont proposés, ça peut être intéressant. En quelle quantité? Donc peut-être que la fois d'après, je vais m'organiser autrement pour tester ces rayons vrac. Voilà, donc je pense que c'est important qu'il y ait une offre large. On aimerait bien que ces rayons soient bien valorisés. Et puis que le consommateur aussi, qui est à la recherche de pédagogie et d'information, puisse trouver cette information.
disponibles. Voilà. Alors très concrètement, il y a des grandes disparités. Parfois, certains distributeurs font l'effort d'afficher précisément les compositions, le nom des marques aussi. On est incité à photographier donc ces étiquettes pour avoir évidemment toutes ces données après consultables une fois rentrées à la maison. Et puis, on peut aussi accéder au site du fabricant des produits proposés en vrac. Donc, c'est vraiment des démarches qui sont, je dirais, très intéressantes pour le consommateur, d'avoir cet accès possible à l'information. Une liberté d'accéder à plus d'informations sur des formats donc différents. Et donc, effectivement, Alma Food, qui est invitée donc, dans cet atelier, va pouvoir nous parler d'une solution effectivement numérique. Dans la préparation de cet atelier, Christine, vous aviez aussi évoqué le fait un petit peu là, de la fracture numérique possible en fonction des profils des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Alors, je prends la parole, je suis Marina, mais je ne sais pas si la question était adressée à Alma Food ou à Christine directement. À Christine, il y a peut-être une coupure, pardon, sur, en fonction des différents profils de consommateurs, les solutions pour plus d'informations peut du coup générer des solutions à proposer et notamment la fracture numérique peut être aussi un frein à certaines populations. C'est vrai qu'on en avait discuté dans le cadre de la préparation de cet atelier. Christine, est-ce que vous souhaitiez apporter des informations sur le sujet ? Oui, je pense que en fait, les consommateurs bio, on va dire historiques, utilisaient déjà, réutilisaient leurs contenants de façon un peu instinctive, c'est-à-dire qu'ils ont toujours ce souci d'optimiser ce qu'ils achètent, à la fois évidemment pour éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi pour valoriser les contenants. Parce que pour beaucoup, ils vont à cœur, effectivement, ils ont entre guillemets un produit de qualité, vraiment de qualité, donc ils ne veulent pas le gaspiller et donc le conserver de la meilleure façon qui soit. Donc ça passe aussi, en fait, ils apprécient aussi le conditionnement en verre, enfin on reparlera peut-être de cette possibilité, pour pouvoir avoir dans leur propre placard des produits qu'ils verront et qu'ils n'oublieront pas au fond du placard. Voilà. Après, en dehors de ça, il y a aussi la volonté, et ça c'est valable peut-être plus pour les nouvelles générations, donc d'apporter du sens à leurs achats, mais également de tester des nouveautés, des nouveaux produits. Donc c'est vrai qu'en vrac, pour tester un nouveau produit, il faut vraiment savoir ensuite comment on va l'utiliser, comment on va pouvoir le consommer au mieux, la sortir avec d'autres ingrédients. Et donc, c'est là que je pense prend tout son sens l'information d'utilisation qui peut être apportée par le distributeur ou par la marque du produit. Alors évidemment, en fonction des générations, s'il est possible d'avoir une information donnée directement par un vendeur, un bon commerçant, c'est formidable, mais si ce n'est pas le cas, il faut que cette information quand même soit transmise d'une façon ou d'une autre, donc écrite, bien lisible, ou alors qu'on puisse utiliser une application numérique. Donc voilà ce que je pourrais... Merci Christine. Donc c'est l'importance de l'accompagnement du consommateur. Que l'information soit apportée oralement via un vendeur, une assistance à la vente ou bien effectivement sur un affichage directement sur le produit en magasin ou alors des informations supplémentaires, complémentaires qui pourraient être amenées à trouver via des sites web ou des applications numériques. Merci beaucoup. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas. Maryse Maillot pourra donc modérer ces questions et les faire relayer à nos intervenants. Je laisse la parole maintenant à Laura Le Fur d'Alma Food. Alma Food, petite entreprise implantée en Bretagne, spécialisée donc, dans les outils web pour faciliter la réalisation d'étiquettes digitales des aliments. Avant d'avoir une présentation, on va dire, de la solution numérique que vous proposez, Alma Food,
Est-il possible, Laura, de revenir vraiment sur les obligations réglementaires aujourd'hui sur les produits vrac, pour bien savoir de quoi nous parlons? Oui, oui, tout à fait. Hop. Non, j'ai perdu l'écran. Je partage peut-être ou Oui. vous le faites de votre côté? J'ai arrêté le partage d'écran. Ok. Hop, je l'ouvre. Forcément, les aléas du direct. L'ordinateur est un peu réticent. Sinon, je poursuis le partage. Oui, à la limite, je veux bien. Parce que là, voilà, monsieur a décidé que, bien entendu, sinon, c'est pas drôle. Voilà. Désolée. Et du coup, Voilà. voilà. Donc, effectivement, voilà. Donc, moi, je vais vous parler des obligations réglementaires qu'on a par rapport justement à la communication de ces informations autour du VRAC. On a abordé un peu le sujet ce matin pour ceux qui ont suivi les tables rondes. L'idée, c'est qu'il y a bien sûr un règlement qui va encadrer tout cet étiquetage autour des produits alimentaires. On parle du règlement INCO, qui va vraiment la détailler pour 2 catégories de produits. Au final, on va pouvoir distinguer 2 catégories de produits, les règles d'étiquetage qui sont appliquées. Donc, on va avoir dans ces 2 catégories, d'une première part, les denrées alimentaires dites préemballées, donc ce qu'on va retrouver voilà, dans les magasins qu'on connaît, hein, les produits alimentaires emballés, où là, on a des exigences d'étiquetage qui sont pas bien encadrées, mais qui sont beaucoup plus importantes que pour les denrées alimentaires dites non préemballées. Donc, le vrac entre dans cette catégorie, comme vont rentrer dans cette catégorie les produits de boucherie dont on parlait ce matin. On va chez le boucher, il nous donne notre pièce de viande, on n'a pas d'étiquette ou autre. Pareil, chez le boulanger ou autre, on est sur des produits qui n'ont pas de préemballage. Donc là, il y a toute une problématique de quelles sont les informations à faire figurer. Donc, je vais plutôt commencer par les règles pour les denrées alimentaires préemballées, pour vraiment montrer la grosse différence qu'on va avoir avec les produits vrac. C'est qu'en termes d'obligations, alors vous pourrez voir donc sur la gauche donc notre produit, voilà, notre sachet de pâtes un petit peu artisanal, préemballé avec son étiquette qui est bien complète. L'idée, c'est qu'en termes d'obligations d'informations à faire figurer, on va avoir une liste assez conséquente qui est d'une part, bien sûr, identifier l'exploitant ou le distributeur de la denrée alimentaire, donc vraiment son producteur, avec le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse. On va avoir bien entendu la dénomination légale du produit, suivie de sa composition, avec la liste des ingrédients, suivant des règles bien spécifiques pour ordonner les différents ingrédients, indiquer les proportions, et également faire figurer en évidence les allergènes, voilà, les 14 substances allergènes qui sont reconnues au niveau français. Dès qu'elles sont présentes dans un produit, il faut les mettre en évidence dans la liste de composition. On a bien entendu également la quantité nette du produit qui est présente donc, dans l'emballage, ainsi que des conseils autour du mode de conservation et du mode d'utilisation de la denrée. Donc là, dans un objectif de sécurité, toujours du consommateur, voilà, les précautions de conservation, notamment pour les produits frais, voilà, les conditions de conservation au frais, ainsi que voilà, les modes d'utilisation, parce que comme on discutait tout à l'heure ou ce matin également, voilà, rien que pour une méthode de cuisson ou autre, c'est des informations que le consommateur aime avoir et qui peuvent même dans certains cas être très importantes pour lui, notamment par rapport à la viande où on a toujours la précision de cuit à cœur parce que c'est vraiment des notions de sécurité du consommateur qu'on va avoir à ce niveau-là. Bien entendu, associé à ces conseils, on va avoir la date de durabilité minimale du produit ou sa date limite de consommation pour les produits très fortement périssables, ainsi que pour finir la déclaration nutritionnelle du produit qui commence à prendre de plus en plus d'importance pour les consommateurs, ce tableau qu'on connaît tous. On est beaucoup à ne pas savoir lire, hein, on l'avoue tous, mais on a besoin voilà, de le voir apparaître. Donc, c'est un élément qui commence à être de plus en plus important dans l'esprit du consommateur.
Elle est devenue obligatoire sur les denrées préemballées il y a peu de temps. On va avoir également d'autres mentions spécifiques qui, là, vont dépendre de chaque type de produit. La présence d'OGM, il faut la signaler. La présence de certaines substances qui peuvent être potentiellement allergènes, mais qui ne sont pas reconnues dans la liste, doivent être précisées sur l'emballage. Enfin, voilà. On va avoir plein de petites règles qui vont s'appliquer. L'idée, c'est qu'on voit la différence entre notre produit de pâte emballé dans son sachet carton et nos pâtes, du coup, là, en vrac, on a une grosse différence en termes d'informations qui sont véhiculées sur l'étiquette. L'idée, c'est que, alors en vrac, bien sûr, on a cette problématique on n'a pas d'étiquette directement sur le produit. Voilà, on ne va pas mettre une étiquette sur chacune des pâtes, c'est un petit peu compliqué. L'idée, c'est que là, l'obligation est d'apposer donc à proximité du produit distribué en vrac une petite affichette avec les informations qui, elles, sont obligatoires. Donc là, en général, effectivement, ça va être dans les magasins vrac, collé sur les silos ou collé sur les bacs, les informations qui concernent ces produits. Et là, vous allez voir que cette liste, elle est bien plus courte que celle que je viens de donner avant, étant donné qu'en termes d'informations obligatoires pour le vrac, nous avons la dénomination de la denrée qui, bien sûr, là, est obligatoire dans le sens où il faut quand même identifier le produit qui est présent dans le silo ou dans le bac de vrac. On va également avoir les allergènes. On n'a aucune obligation de faire figurer la liste de composition du produit. Cependant, en cas de présence d'allergènes dans la recette, là par exemple, voilà, nos pâtes, ce sont des pâtes fraîches aux œufs, enfin des pâtes sèches pardon, aux œufs. Bon, on a du gluten, on a des œufs, donc forcément c'est précisé. Par contre, il n'y a pas de liste de composition. Elle est facultative. Et on a également donc le prix au kilo qui va être obligatoire. En dehors de ces informations-là, en tout cas pour un produit sec comme les pâtes, aucune autre information n'est obligatoire d'un point de vue réglementaire. On va avoir pour les produits frais, notamment pour le bœuf, où on est obligé de donner des informations d'origine, voilà, lieu de naissance, d'élevage et d'abattage qui sont obligatoires. Mais après, voilà, on est sur un niveau d'information qui est quand même très peu exigeant comparé à ce qu'on a pu avoir sur notre produit préemballé. Et c'est du coup toute la problématique dont parlait Christine, c'est que voilà. Et encore, là, j'ai rajouté une information supplémentaire dans le coin qui est l'identification du producteur qui, elle, déjà, n'est pas obligatoire sur le produit vrac. Donc, on est sur un niveau d'information qui est vraiment très peu important. Et si on passe sur la diapo d'après, enfin sur la slide d'après, en fait, bon, Christine a un peu quand même abordé ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, en parallèle à ces obligations, on observe quand même que voilà, les informations qui figurent, alors que ce soit sur les emballages ou à proximité en tout cas du produit alimentaire, elles sont essentielles aujourd'hui pour les consommateurs. On se rend compte qu'on a quand même 8 consommateurs sur 10 qui s'informent avant d'acheter un produit alimentaire, dont 6 le font directement en lisant, donc soit l'emballage, soit en lisant l'information qui est à proximité. Donc, quand on ne l'a pas, quand elle n'est pas assez complète, bon, là, on a un petit souci, sachant qu'on sait, que les consommateurs l'avouent, 1 sur 2 voilà, nous dit qu'il a déjà renoncé à acheter un produit alimentaire à cause d'un manque d'information sur le produit. C'est quand même énorme. Sachant que des chiffres avaient été sortis par le réseau VRAC, alors ils ont peut-être changé depuis, que c'est le gros problème à l'heure actuelle pour la distribution du vrac, c'est qu'on a encore une grosse part des consommateurs qui est réticente à aller vers ce circuit, justement par manque d'information. Ce qui est dommage. Vraiment juste les informations autour du produit. Ce n'est pas un manque de confiance dans le produit, c'est parce qu'il y a l'information, au-delà de le demander directement au distributeur, enfin à la personne du coup qui est en magasin, qui connaît peut-être, qui a peut-être, d'autres clients à gérer et pas forcément le temps de donner l'information. Là, on se retrouve un peu bloqué. Et il faut savoir que les informations auxquelles les Français aujourd'hui apportent le plus d'importance, ce sont celles qui ne sont pas obligatoires autour du produit vrac. C'est dans un premier temps la liste de composition du produit, hein, bien sûr, la plus courte possible, la moins complexe possible et la plus facile à comprendre, avec en suivant la date limite de consommation, gros souci dont on discutait ce matin pendant la table ronde, que voilà, comment on communique sur la date de durabilité d'un produit en vrac. Ainsi que, alors on a encore 2 autres informations qui sont de plus en plus regardées, la provenance des ingrédients, donc techniquement on peut l'afficher mais elle n'est pas obligatoire en vrac, et les informations nutritionnelles où là, bon, clairement, on est encore loin du compte pour les produits vrac. Donc voilà, tout ça c'est pour vraiment mettre en avant
ce fait-là, ces attentes. Pardon, Solène. Merci beaucoup Laura, ça fait une très belle transition pour Célia Renesson qui est directrice du réseau VRAC. Donc Réseau VRAC, association donc, des professionnels de la filière VRAC en France et dans le monde. Aujourd'hui, vous rassemblez donc à peu près 1700 adhérents. De quelle manière justement, pour suivre un petit peu le témoignage de Laura, le réseau VRAC travaille-t-il aujourd'hui pour améliorer les informations auprès du consommateur sur des produits VRAC, les produits VRAC qui sont vendus soit en épicerie VRAC ou aussi sur des points de vente, un produit VRAC ambulant par exemple. Bonjour, alors effectivement, vous m'entendez bien? Je vais juste faire une... J'ai des travaux. Le cadre législatif, en fait, qui existe actuellement et notamment avant le 10 février 2020 n'était pas adapté au VRAC. Ça faisait partie des premiers constats qu'on avait identifiés il y a 5 ans au moment de créer l'association. La mission finale de Réseau VRAC, c'est de démocratiser la vente en VRAC. Et du coup, pour ce faire, de pouvoir créer un marché, créer de la confiance et de l'offre de produits VRAC disponibles, pratiques, hygiéniques pour tous les citoyens. Donc, c'est toutes les étapes que l'on mène pour pouvoir faire en sorte que les citoyens demain aient accès au VRAC dans les meilleures conditions. Et du coup, dans les premiers constats qu'on a faits, c'est qu'effectivement, le cadre législatif n'était pas adapté au VRAC, ne concernait que l'emballé ou concernait ce dont on a parlé ce matin, les métiers de bouche avec du service assisté. Or, en fait, depuis des dizaines et des vingtaines d'années, les rayons VRAC qui se sont développés sont des rayons VRAC en libre service. Donc, ils sont un peu à la frontière du service assisté puisque les produits sont présentés sans emballage, mais pour autant n'avaient pas le service assisté que procure le boucher, le fromager, et donc les informations que donnent oralement ces personnes-là ne sont pas forcément transmises avec le VRAC. Ce qui fait que le cadre législatif qui s'applique au VRAC est plutôt celui du service assisté. Or, nous sommes en libre service comme les produits packagés. Donc, prenons en compte ce vide juridique quelque part qui existait pour le VRAC. L'association a créé depuis 5 ans et fait évoluer régulièrement. Là, on va publier la 10e version de notre guide, un guide juridique de la vente en vrac que l'on a élaboré avec une avocate qui, depuis, a quitté son cabinet et est devenue notre directrice juridique et qui, du coup, étudie, clarifie le cadre législatif, le retranscrit dans ce guide et quand on pense qu'il ne va pas assez loin, il met des recommandations pour justement pouvoir sécuriser les pratiques et pouvoir informer au mieux. Donc, nous, notre volonté, c'est effectivement d'apporter un maximum d'informations. Les consommateurs en libre service sont habitués à recevoir, à pouvoir lire, à accéder à des informations sur leur paquet. Ils doivent pouvoir retrouver ces informations en magasin au moment de l'acte d'achat. D'où la première pierre qu'on a posée à l'édifice l'année dernière, le 10 février 2020, avec la loi AGEC, c'est d'amener tout simplement, enfin c'est tout simplement, mais c'est déjà un grand pas, hein, il n'y a aucun pays aujourd'hui à l'heure actuelle qui a cette avancée législative à ma connaissance, c'est de créer une définition de la vente en vrac. Si on veut pouvoir étoffer le cadre législatif de la vente en vrac, eh bien, il fallait qu'en premier lieu, elle puisse exister au niveau de la loi. Donc, la première étape qu'on a faite, c'est de créer cette définition de la vente en vrac, dans laquelle on a donné une disposition avec l'article L120-1 et une deuxième, notamment sur les contenants consommateurs, on en a parlé hier. Donc, ça, c'est la première pierre. La deuxième, c'est qu'effectivement, on émet des recommandations et nous, on souhaite demain que nos recommandations soient inscrites dans la loi et qu'elles puissent s'appliquer à tous. Parce qu'effectivement, au sein des magasins, on observe des pratiques différentes. On va avoir certains magasins qui reprennent l'étiquette du fournisseur, puisque quand ils se font livrer, par exemple, leur paquet de riz de 10 kilos, le fournisseur fournit un étiquetage. Celui-ci est bien souvent collé dans le cahier de traçabilité. Parfois, on a des fournisseurs qui fournissent un double étiquetage. Ce double étiquetage est collé sur le silo.
Donc, on peut avoir des magasins dans lesquels on va retrouver un étiquetage complet et d'autres magasins pour lesquels on va s'en tenir au strict minimum légal qui sont la dénomination de vente, le kilo, l'état physique du produit, blablabla, ce qu'on a cité, et les allergènes, ce qu'on a cité précédemment. Ce qui fait que du coup, on a peu d'informations. Et donc, tout le travail de l'association, il va être d'essayer de mettre en œuvre un cadre pour le bien du consommateur et qui s'applique à tous. Donc ça, c'est vraiment le travail de l'association. Et le deuxième, par ricochet, c'est qu'en fait, en clarifiant ce marché, en le structurant, en le faisant grossir, je donnais des chiffres ce matin, on a fait quasiment x10 depuis la création de l'association, on a quasiment multiplié par 10 le marché. Eh bien, en montrant qu'il y a de la demande, en montrant qu'il y a un cadre législatif qui sécurise les pratiques, c'est de susciter l'engouement de la part de tous les acteurs, amont, aval, et donc de venir innover sur ce secteur, et c'est exactement le cas d'Alma Food. Voilà, Laura ne serait jamais venue au VRAC à imaginer cette solution s'il n'y avait pas de marché, s'il n'y avait pas de demande. À l'époque, il y a 5 ans, le VRAC intéressait très peu de monde. Aujourd'hui, maintenant, le VRAC intéresse, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et ce que je disais, la filière innove tous les jours. La preuve d'Alma Food en est une. On a d'autres adhérents comme Alma Food qui développent aussi des solutions de traçabilité, d'étiquetage dans lesquelles on a toutes ces informations. Et c'est ce qu'attendent les consommateurs. Et nous, on encourage les fabricants à y aller. Donc, ce que j'entends au travers de votre témoignage, Célia, c'est qu'effectivement, là, dans les perspectives réglementaires, l'idée, c'est d'accompagner finalement un socle, un cadrage et un encadrement des pratiques pour tous sur la question de la vente en vrac pour améliorer les informations des consommateurs. Aujourd'hui, dans votre réseau, est-ce que vous avez des expérimentations en cours, justement? Est-ce que vous avez des adhérents, vous venez de l'évoquer, qui, du coup, à l'instar d'Alma Food, développent des solutions? Est-ce qu'on est uniquement dans du registre, entre guillemets, numérique, ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives aujourd'hui, d'un point de vue expérimental, qui revêtent d'autres technologies, d'autres astuces? On est plutôt de l'ordre technologique. Le côté basique et classique, je l'ai décrit, c'est le double étiquetage qui est fourni par le fournisseur et qui va permettre aux commerçants de s'en saisir et de le coller sur le silo. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième, c'est effectivement, on passe forcément par soit des systèmes d'étiquetage ou des systèmes d'application numérique. Et on a d'autres adhérents au sein de l'association, effectivement, qui développent soit qui sont complètement centrés sur l'applicatif, et on a aussi des équipements de vente qui viennent intégrer toutes ces notions d'étiquetage, de traçabilité automatique. Je pense par exemple à Smart Vrac, qui a développé des silos connectés avec des balances intégrées, dans lesquelles, au fur et à mesure qu'on se sert, on voit la quantité qui tombe, le prix que l'on va payer en caisse, et qui délivre une étiquette avec les informations produits qu'on vient coller, un QR code qui, une fois qu'on flash le QR code, renvoie vers une page web. Donc, on n'a pas besoin de télécharger d'application et on retrouve toutes les informations produits, les conseils d'utilisation, etc., etc. Donc, on a pas mal d'innovations qui arrivent, et c'est tant mieux. Ça fait longtemps qu'on les a. C'est le VRAC 2.0. Une question dans le chat à laquelle vous avez répondu oui, mais ça m'intéresserait d'avoir un petit peu de détails sur la notion des comparaisons pratiques des consommations des produits VRAC entre magasins bio et rayons GMS. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Célia, sur ce point? Alors, il y a une étude là que nous, on vient de finaliser avec Biotopia et qui va sortir le 10 juin prochain, donc je ne vais pas pouvoir la dévoiler. Ce que je peux vous dire, c'est que ne serait-ce qu'en d'un point de vue attente et raison d'achat du vrac, on observe quelque part deux comportements différents. Le Français lambda qui achète du vrac, sa première raison d'achat, c'est pour maîtriser ses quantités. C'est une raison économique. Puisqu'on ne m'impose pas de quantité, je peux choisir, donc je peux acheter moins et donc dépenser moins. La deuxième raison d'achat pour ces personnes-là, c'est de pouvoir limiter les déchets d'emballage jetables. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette priorité, cette raison d'achat devient la première chez les acheteurs fréquents et chez les acheteurs fréquentant les magasins bio, par exemple.
Et on s'aperçoit que les acheteurs en magasin bio n'ont pas de problématique à venir avec leur contenant, qui s'y habituent très bien, que taré n'est pas un sujet pour eux. Voilà, tout un tas de choses. Mais je ne peux pas dévoiler parce que je le dévoile le 10 juin prochain. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des différences de comportement aussi parce que les acheteurs bio de produits vrac sont les acheteurs historiques. Donc, il y a aussi de l'ancienneté dans la pratique. Je peux peut-être ajouter juste un élément. Il y a une étude conso qui est parue dans le bio linéaire récemment. Apparemment, seuls 27% des consommateurs, là c'était un panel plutôt consommateurs en magasin spé, se dirigeaient vers le vrac pour limiter leur coût d'achat. Donc finalement, 27%, c'est un tiers quand même. Ça doit être la deuxième raison, non? Non, je crois que c'est l'une des dernières raisons. C'est d'abord, alors après c'est du déclaratif. Donc c'est d'abord évidemment des raisons environnementales, de prise de conscience au sens large, on va dire. Et puis tout à la fin, c'est pour maîtriser ses dépenses, choisir ses quantités. Moi, les chiffres que je vous donne, c'est ceux de Nielsen qu'on a fait au niveau macro et qui sont tous circuits confondus. Et on n'est pas allé dans cette granularité. On avait posé d'autres questions pour acheter des produits plus sains, etc. Et en tout cas, le top 2 qui ressort et qui en fait est lié à la typologie de la vente en vrac, c'est choix de la quantité, réduction des déchets d'emballage. C'est la seule consommation qui aujourd'hui permet de jouer sur les deux axes. Ce que n'offrira pas la consigne. La consigne, elle va permettre de ne pas générer de déchets, mais elle ne laisse pas le choix de la quantité. Et donc, on retrouve vraiment ces recherches-là qui arrivent dans les raisons d'achat du vrac, mais qui peuvent varier si on est un consommateur régulier ou moins. Merci pour le teasing des résultats de cette étude, Célia. Je vais laisser la parole à Marina Texera, donc, qui est chargée de développement à Alma Food, pour qu'elle puisse, voilà, au travers de son témoignage, préciser justement quelle est la solution numérique développée par Alma Food aujourd'hui. Donc, l'idée de cette étiquette digitale au travers d'un QR code. Alors, je vais pouvoir donc partager. Je peux partager, sinon il n'y a pas de souci, je l'ai ouvert de mon côté, au cas où il y aurait des décalages au niveau des... Est-ce que c'est bon? Je me doutais. Bah, en fait, ça rend... le visuel a été modifié, je pense qu'il y a un problème de... La typologie. Donc, ça ne me gêne pas de le diffuser moi-même, hein, J'arrête le partage. C'est possible. Très bien. Bonjour à tous. Notre typologie. Donc, moi, c'est Marina de chez Alma Food. Donc, Alma Food, c'est une entreprise du numérique. Et donc, on a travaillé sur une solution qui s'appelle Alma et Margot, une solution qui est destinée donc, aux producteurs, aux fournisseurs et aux commerçants, également aux artisans. Et donc, nous, notre mission, c'est de les accompagner sur deux gros sujets qui sont l'étiquetage de leurs produits alimentaires et leur communication autour du produit. Donc, ça fait forcément le lien avec tout ce qui a été dit ce matin et cet après-midi sur notamment donc, le manque d'informations pour les consommateurs. Et donc, notre objectif à travers ça, c'est vraiment de travers de cette solution numérique, de répondre à deux grands sujets qui sont, donc, premièrement, les exigences liées à la réglementation. Donc, Laura en a fait part tout à l'heure. C'est vrai que les mentions obligatoires en vrac sont très réduites comparées aux produits préemballés. Mais derrière, il y a un vrai avantage, en fait, à aller au-delà de toutes ces mentions obligatoires et communiquer davantage sur le produit, parce que ça permet d'une part de répondre aux besoins d'information et de transparence des consommateurs, mais aussi parce que c'est ce qui va permettre derrière de justifier tout le savoir-faire et toute la qualité du produit. Donc, la solution Alma et Margot, elle repose donc sur des étiquettes digitales qui sont créées soit directement par le producteur ou elles peuvent être renseignées par le commerçant s'il a toutes les informations à disposition. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, moi j'ai un petit décalage sur mon écran. Donc, c'est accessible, l'information peut être accessible via un QR code qui soit positionné, donc ça peut être, on peut imaginer sur un stylo, mais ça peut également être à côté d'une étiquette tout simplement en boutique.
Et ce QR code renvoie au catalogue digital qui contiendra ensuite toutes les informations de chacune des références, que ce soit du producteur ou du commerçant. Je passe vendredi. On a quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Donc voilà, ces informations, elles sont accessibles en temps réel. Donc il suffit on peut imaginer que la personne est soit en train de faire ses achats en boutique et puis scanne son produit. Mais c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, Christine, sur le fait que en fonction de la tranche d'âge, certaines personnes vont préférer avoir un contact direct avec les vendeurs et avoir ces renseignements de façon orale. C'est tout à fait possible et envisageable dans le sens où ces catalogues sont accessibles aussi aux vendeurs en magasin. Et donc, ils ont aussi l'information produit à tout moment. Donc, ils peuvent aussi bien renseigner leurs clients à l'instant T, que ce soit sur... on va le voir sur la slide suivante. Alors, enfin, que ce soit des informations sur la liste de composition, parce que c'est vrai qu'on va avoir des personnes qui vont être sensibles à tout ce qui est produits clean, donc des produits avec une liste de composition qui soit réduite, peu de conservateurs, peu d'additifs pour les produits transformés. Mais voilà, on va avoir d'autres renseignements en fonction de... imaginons qu'on a des personnes qui ont un problème avec des régimes alimentaires spécifiques, donc qui vont être sensibles à tout ce qui est liste d'allergènes, valeurs nutritionnelles, des personnes qui font tout simplement attention à tout ce qui est filière, consommé local. Dans ces cas-là, ils vont être plus attentifs à tout ce qui est label, géolocalisation des lieux de production ou des lieux de fabrication. Voilà. Donc ça, c'est toutes les fonctionnalités qui sont intégrées aujourd'hui dans l'application Alma et Margot. Et l'avantage en fait que nous on propose en supplément, c'est vraiment l'accès à tout moment à notre support réglementation. En l'occurrence, c'est Laura, donc notre ingénieure en réglementation, qui répond aujourd'hui à toutes nos demandes des utilisateurs. C'est pour les guider dans tout ce qui est la rédaction de ces informations, puisqu'on ne peut pas écrire ce que l'on veut. Il y a quand même une réglementation là-dessus à respecter. Donc, elle accompagne justement tous les utilisateurs dans la rédaction de toutes ces informations. Je ne sais pas si tout le monde est toujours là. Est-ce que, Marina, vous pouvez revenir un petit peu sur les avantages pour le commerçant et pour le consommateur de cette solution numérique? Oui. Alors, pour les avantages d'un point de vue consommateur, dans un premier temps, évidemment, ça permet déjà une consommation beaucoup plus éclairée, puisque le consommateur aura vraiment toutes les informations qui vont pouvoir l'aider à guider ses choix derrière. Comme je le disais, en fonction de ses engagements, puisque chacun ne va pas avoir les mêmes motivations d'achat. Ensuite, il y a d'autres avantages. On en parlait ce matin, notamment sur la réduction du gaspillage alimentaire. Une des raisons qui justifie en fait ce gaspillage, c'est sur, donc on l'a dit tout à l'heure, les durées de conservation. Donc, on peut très bien imaginer que dans ces étiquettes digitales, on puisse retrouver des informations sur des conseils. Je vais prendre l'exemple d'un yaourt. Si on achète son yaourt en boutique, si on sait qu'à partir de la date d'achat, on a 3 ou 4 jours pour consommer son produit, voilà, ça peut être rassurant pour le consommateur d'avoir à tout moment, on va dire, un index des DLC en fonction de sa date d'achat. Ça peut être également le fait qu'on n'a plus cette problématique de place, ce qu'on peut retrouver sur les emballages, puisque sur les emballages, on est souvent contraint en termes d'affichage. Là, avec les étiquettes digitales, on peut mettre toute l'information que l'on juge utile pour le consommateur. On peut en mettre tant qu'on veut. Après, forcément, l'objectif, c'est de ne pas tomber dans le travers de donner trop d'informations qui ne soient pas utiles. Il y a quand même un tri à faire. Mais quand je parle d'informations produits, ce qui les intéresse aujourd'hui aux consommateurs, nous, on échange pas mal avec des agriculteurs. Et là, on va communiquer davantage sur tout ce qui est méthode de production, par exemple, ou alors conseil de préparation. Aujourd'hui, quelque chose qui revient bien souvent sur les marchés et dans les circuits courts, c'est les légumes anciens. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs ne savent pas toujours comment les préparer, comment les cuisiner. Et donc, ils se retrouvent parfois avec des produits et puis là, on retombe dans du gaspillage alimentaire.
Bon, mais en apportant des conseils en préparation ou en recette, là, on apporte une vraie valeur ajoutée. Et puis donc, les avantages d'un point de vue producteur ou commerçant, je dirais que là, on va se retrouver plus dans une meilleure valorisation du produit, du savoir-faire. Donc derrière, c'est pour une meilleure rémunération du travail qui a été fourni. Ensuite, donc ça rejoint ce que je disais, de communiquer vraiment sur les méthodes de production, sur la transparence des recettes. Mais aussi, un autre avantage important, c'est la flexibilité, notamment au niveau de, je l'ai dit tout à l'heure, sur le terme de l'affichage, mais de l'information. Nous, ce qu'il est possible de faire dans l'application aujourd'hui, c'est que toutes les informations peuvent être actualisées directement par le producteur depuis son outil. Ce qui fait qu'une fois que l'étiquette est créée, il peut venir l'alimenter, la modifier, éventuellement la supprimer en temps réel. Donc, ça permet voilà, d'actualiser plutôt qu'aujourd'hui en outil qu'on va devoir mettre à jour tout son système d'étiquetage. Ça peut prendre, on va dire, énormément d'heures en le faisant depuis une application facilement sur son PC ou sur son smartphone. Ça peut aller très, très vite. Alors, ce qui peut répondre, Marina, pour partie, donc, à une question posée dans le chat par Patricia, qui contrôle le contenu des informations figurant dans ces étiquettes en ligne? Donc, c'est bien le producteur. Oui, alors il y a deux options aujourd'hui. Donc, si la personne, on va dire, est autonome au niveau de la réglementation et a déjà des connaissances pour renseigner elle-même l'étiquette, bon, dans ces cas-là, disons qu'elle ne fait pas appel à Laura et elle ne va pas avoir besoin d'un accompagnement. Par contre, on a énormément de personnes qui, elles, préfèrent déléguer, pour une question de sécurité, tout simplement, déléguer cette mission à Laura. Et dans ces cas-là, c'est Laura qui se charge de rédiger entièrement la liste de composition, de calculer les valeurs nutritionnelles en fonction de la recette utilisée. Et là, on certifie la conformité et on garantit en fait l'étiquette qui est liée au produit pour que le producteur, l'artisan ou le distributeur puisse après utiliser cette étiquette, quel que soit le circuit de distribution, sans avoir un problème après de restrictions au niveau de ces débouchés. Donc, soit une solution clé en main, soit effectivement le client de votre solution numérique voilà, a la possibilité d'avoir la maîtrise aussi des informations donc communiquées au travers donc, de cette étiquette digitale. Je me tourne vers les participants. Donc, il y a eu quelques questions qui ont été posées sur le chat à Célia. J'ai vu qu'elle commençait à répondre directement à ces questions. Donc, sur l'étude Biotopia, c'est répondu. Sur les questions des perspectives des développements des produits alimentaires VRAC, une perspective à 10 ans, est-ce qu'aujourd'hui, on a une visibilité, on a des études prospectives sur le sujet au vu des taux de croissance des 5 dernières années, Célia ? C'est-à-dire des perspectives de développement. Aujourd'hui, on trouve quasiment déjà tout en vrac. Ce qu'on note, c'est qu'historiquement, c'est plutôt des produits secs. Et là, les tendances, c'est le liquide et le non-alimentaire qui sont en train de se développer. Après, au global, aujourd'hui, là, le marché va bientôt être multiplié par 3 d'ici 2 ans. Voilà. Donc, le vrac a encore de belles années devant lui. Et une dernière question pour vous, c'est bien, comment a-t-on accès au guide juridique de la vente en vrac? Eh bien, il est réservé à nos adhérents. Voilà. Un professionnel du secteur ou avait un projet, il sera accessible. Voilà, donc ceci est un appel à l'adhésion. Parmi nos participants, est-ce que vous avez envie de prendre la parole pour témoigner d'une solution, d'une expérimentation, de pratiques que vous avez, vous, dans vos établissements, ou nous faire part d'un témoignage? N'hésitez pas, on ouvre les micros pour vous permettre aussi de rendre, on va dire, alors, c'était concret cet atelier au travers des retours d'expérience de nos intervenants, mais là, de vous faire participer, c'est aussi l'intérêt de ces ateliers techniques, pratiques. N'hésitez pas, en tout cas, alors soit via le chat, soit à prendre la parole directement. Il nous reste 10 minutes. Alors, Patricia, nous vous écoutons.
Donc oui, bonjour. Je suis Patricia Pruneau, donc je travaille à la région Pays de la Loire. Et juste, merci beaucoup pour les interventions, c'était très intéressant. Et j'avais juste une information à communiquer. Donc, comme Héloïse l'a dit ce matin, donc il y a un appel à projet économie circulaire qui va sortir. Mais aussi, donc en région, on est très à l'écoute pour accompagner les projets d'innovation. Donc, sur ce champ-là, et donc Célia l'a indiqué, il y a beaucoup d'innovations encore à produire. Donc, voilà, s'il y a des projets qui se montent en collectif, donc il y a le Technocampus Alimentation qui peut aider à constituer les projets avec aussi, on a un pôle de compétitivité, on a 2 pôles de compétitivité, Valorial et VG Police Vallée. Et donc, on a des accompagnements financiers de la région Pays de la Loire en lien avec d'autres financeurs. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit rappel des possibilités. D'accord, Alors, merci. Merci Patricia, effectivement, pour cette information que nous pourrons aussi relayer sur notre site internet côté Interbio. C'est vrai que ces appels à projets sont communiqués largement dans chacun de nos réseaux pour faire connaître auprès des porteurs de projets et autres, ces initiatives. On voit effectivement, il y a un champ exploratoire encore énorme à investiguer. Donc merci Patricia pour votre témoignage. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir sur ce sujet et je pense qu'on n'a pas encore fait complètement là, le tour à 360 du sujet de la communication des produits vrac. On a abordé un certain nombre d'éléments pour autant, mais est-ce que certains participants souhaitent réagir en live? Bonjour à tous. Donc je m'appelle Sacha. Merci déjà pour tout ce témoignage, effectivement. Super intéressant. Ça fait un petit moment que je m'intéresse au vrac, à peu près un peu plus d'1 an maintenant. Et pour faire suite à Patricia qui parlait des solutions pour les appels à projets, je voulais vous présenter mon projet donc qui débute depuis quelques temps, qui s'appelle Vraco. Et avec cette idée, comme vous tous, donc de démocratiser le vrac, de faire connaître le vrac. Et donc, l'ambition de Vraco, c'est au départ donc, de créer une marque. En fait, on parle beaucoup de communication et de comment apporter de la confiance en fait, aux consommateurs. Et donc, l'idée de Vraco, c'est de créer une nouvelle marque, des nouveaux produits pour attirer en fait, les consommateurs vers le vrac. Donc, j'ai commencé en fait à vendre du vrac sur les campus étudiants, à essayer de vendre du vrac de produits de marque, parce que en fait, c'est ce qui manquait chez les étudiants notamment. On avait beaucoup d'étudiants qui disaient moi, j'aimerais bien acheter du vrac, mais bon, comme c'est que des produits bio et chers, j'ai du mal à m'y mettre. Or, s'il y avait des Kellogg's et des Barilla en vrac, tout de suite, je serais fan. Donc, au début, c'était un peu notre projet, c'était d'essayer de convaincre un peu les grandes marques de vendre en vrac. Mais c'était un peu compliqué, en tout cas, pour débuter. Donc, en fait, aujourd'hui, on est parti sur un modèle plus simple qui est tourné vers un lieu qui est encore sous-exploité par le vrac et par l'alimentaire en général, c'est les entreprises. Donc aujourd'hui, en fait, Vraco, on conçoit des distributeurs, notamment de fruits secs, pour en fait les entreprises, pour qu'elles puissent apporter à leurs employés un moyen de se restaurer sainement au bureau. Et ça existe déjà ou là, vous êtes en concept? En fait, c'était un concept jusque septembre dernier. Et puis, en fait, en décembre, le projet a été lauréat French Tech. Donc, un programme qui s'appelle le programme Tremplin, qui a pour objectif d'accompagner d'autres types d'entrepreneurs. Et donc, en fait, j'ai créé la société là en janvier. Et donc, les produits Vraco sont disponibles aujourd'hui dans 7 établissements à Nantes. À Nantes, vous êtes basé à Nantes. D'accord. Vous êtes adhérent de Réseau Vrac? Oui. Ok, super, génial. Bon, j'irai regarder du coup votre fiche parce que ça fait partie effectivement des territoires à démocratiser. Je vais rebondir là peut-être sur l'intervention de Patricia. Nous, on a un projet dans les cartons qu'on a depuis le début de la création de l'association, c'est de créer un lab innovation au sein de Réseau Vrac qui viendrait permettre d'aider justement les jeunes entrepreneurs à faire leur projet et s'ils passent entre guillemets le premier round, d'être aidés par un comité qui réunit des experts
soit financiers, soit en termes de communication, de R&D, etc., de fédérer autour de nous des experts qui vont permettre d'accélérer les projets VRAC, ce que ne peut pas faire aujourd'hui l'association, et d'émettre ensuite des prix de ces projets qui sortiraient de ce lab-là. Donc peut-être que la proposition de Patricia pourrait intéresser Réseau VRAC. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est que l'association vient de passer 2 conventions avec 2 régions, la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Sud, pour accélérer le développement de la filière VRAC dans les territoires, ce que fait Réseau VRAC au niveau national, mais aujourd'hui, on n'a pas de représentant en région. Et donc là, ça nous permet d'avoir un représentant et d'aller encore plus loin dans nos actions. Et une des actions qu'on a imaginées, c'est effectivement d'aller dans les lycées ou dans les entreprises et de trouver une alternative aux vending machines, par exemple, que l'on a. C'est exactement l'idée, oui. C'est ça. Avec le VRAC. Voilà, donc c'est des projets comme ça qui sont hyper intéressants et qu'on n'aurait pas eu il y a 5 ans s'il n'y avait pas ce marché. Donc, c'est clair. Bravo. C'est Sacha, c'est ça? Sacha. On parlera après. Voilà, on voit bien effectivement les synergies possibles entre acteurs, entre participants de l'atelier, entre les capacités, l'aire d'influence au travers de sa capacité à animer les acteurs d'un territoire comme la région et de ses financements aussi à appuyer l'émergence de projets innovants, des acteurs associatifs, fédérateurs d'acteurs professionnels de filières et puis des porteurs de projets. Donc on est vraiment là aussi dans la mise en relation d'acteurs différents, convergeant vers des objectifs communs. Donc on ne peut que se satisfaire de ces échanges-là en live. Donc Sacha, si on comprend bien, vous êtes vraiment implanté en région Pays de la Loire. C'est ça. Et votre aire d'influence est pour le moment au niveau régional. Voilà, mais je commence les dégustations à Paris la semaine prochaine. Donc, il y aura quelques entreprises et espaces de coworking prochainement à Paris aussi qui seront sensibilisés au projet. Ok, très bien. Il nous reste 3 minutes pour conclure cet atelier. Est-ce qu'un participant souhaitait prendre la parole? On peut prendre encore une question, un témoignage? Alors moi, en attendant que quelqu'un le fasse, moi j'avais une question, en fait, plutôt assez bien Renaissance. On voit, nous, on est contacté par un certain nombre de porteurs de projets d'épiceries ambulantes ou concepts de ce type. Pour bien réussir son lancement, qu'est-ce que vous conseillez, en fait, comme type de produit pour ces épiceries en camion, quoi? Ça marche bien. Moi, je dirais surtout pour bien réussir son lancement, il faut adhérer à l'association parce qu'il y a tous les outils, le réseau et guides qui vont permettre de ne pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrôles dans les commerces avec des PV parfois qui sont mis par les autorités. Et donc, je dirais surtout la première chose à faire, c'est de bien faire son métier. Donc, d'adhérer à l'association, de se former ensuite, notamment à tout ce qui va être règles d'HACCP si ça n'est pas fait. Et après, en termes de gamme, ça, je ne peux pas répondre directement parce que la gamme, elle doit s'établir en fonction de la proposition de valeur que le commerçant souhaite prendre et la capacité du camion qui va être utilisé. Mais il faut que la gamme soit le plus large possible pour pouvoir offrir une alternative à une complémentarité aux autres stands qui vont se trouver sur le marché, par exemple quand on est en ambulant, et d'avoir surtout la possibilité de faire quasiment toutes ces courses en vrac. Donc, il faut aller choisir les produits qui sont les plus consommés, éviter de prendre des produits trop de niche dans lesquels il y aura peu de rotation, d'un point de vue conservation aussi produit. Mais tout ça, ça se discute. Là, je ne peux pas dire il faut sortir ça, il y a tant de références. C'est propre à chacun. Merci. Et moi, j'aurais du coup une dernière question pour Marina et Laura. La solution proposée par Alma Food est encore assez jeune. Malgré tout, quel retour d'expérience des clients, de vos premiers clients, dont vous pouvez nous faire part sur l'appréciation des consommateurs, de la solution, de la praticité, de l'ergonomie de l'application?
Alors, les principaux retours qu'on peut avoir, c'est surtout qu'ils sont soulagés de ne plus avoir à gérer toute cette, on va dire, problématique, parce que pour eux, c'est vraiment quelque chose de fastidieux au niveau de l'étiquetage. Donc, c'est plutôt un sentiment de soulagement et de sécurité. Après, ça, c'est vraiment pour l'étiquetage, parce qu'on les accompagne aussi dans leur communication pour mettre en valeur, en fait, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais les méthodes de production, aujourd'hui, leur métier, c'est voilà, d'être agriculteur. On leur demande d'être communicants. Donc, nous, on les accompagne là-dessus. Et ça, c'est quelque chose où, après, ils sont fiers, en fait, de pouvoir parler de leurs produits en mettant en valeur tout leur métier derrière. Pour moi, je dirais que c'est les 2 points sur lesquels, du coup, nous aussi, on est fiers derrière de pouvoir les accompagner là-dessus. Merci beaucoup. Merci Christine, Laura, Célia, Marina pour vos interventions dans cet atelier. Merci à tous les participants pour vos réactions dans le chat, en live aussi. Merci Maryse pour l'appui technique pour l'organisation de cet atelier. On voit bien effectivement les enjeux très riche autour du sujet de la communication sur les produits vrac, pour lequel le sujet de merchandising, des aspects réglementaires de l'étiquetage, des questions autour de la conservation des produits, de l'ergonomie, de la facilité pour les consommateurs en rayon de ces produits, et dans la diversité aussi des produits vrac qui existent aujourd'hui en rayon. On voit bien que les consommateurs ont besoin d'accompagnement pour éclairer leurs choix, leurs actes d'achat. Donc, voilà, c'est un vrai sujet du moment, tendance, et pour lequel voilà, des solutions existent et encore beaucoup de recherches, on l'a vu, peuvent être accompagnées et donc feront l'objet, j'espère, dans les années à venir, d'autres ateliers sur lesquels on pourra investiguer des problématiques en émergence. Merci à vous. Donc, la vidéo de cet atelier sera accessible en ligne d'ici la semaine prochaine sur l'adresse du colloque. Les éléments seront envoyés également à tous les participants qui se sont inscrits cet après-midi. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi.